Le podcast Sur la route de l'horreur est rendu possible grâce à Horreur Fanatique et son encamp du samedi soir. Visitez horreurfanatique.ca pour plus de détails. Maintenant, bouclez votre ceinture puisqu'on vous amène sur la route de l'horreur. Mesdames et messieurs, bienvenue à cet épisode 62 de Sur la route de l'horreur. Je suis avec Christophe. Comment ça va, Christophe? Ça va bien, ça va bien. Toi, Martin, comment ça va? Ça va très bien. On a eu une belle fin de semaine. Je vais en parler dans pas grand temps parce que ça va être bientôt. Le tour de table horrifique. Bienvenue au tour de table horrifique. Mais c'est moi qui commence. Ben oui, parce que c'est Hey, salut les zombies! Eh non, c'est moi qui commence parce que je suis là à nouveau cette fois-ci pour tous mes fans qui m'avaient manqué. Cette semaine, j'ai rien, je suis juste venu vous dire bonjour. Bonjour, Elzanda. Salut. Moi, là, j'ai vu une horreur cette semaine. J'ai vu Jurassic World Dominion. Oui. Ça, là, c'était rempli de popcorn. Parce que, tu sais, quand t'achètes ça, là, le sirop de popcorn, t'achètes les grosses liqueurs ridicules avec des dinosaures qui sont vraiment cool. Mais ça, c'est avant que tu vois le film. Tu sais, puis après, ils te remboursent pas non plus, tu sais. Puis ça coûte une beurrée, mais c'est quand même très beau, là. Tu sais, ça peut servir de poubelle. Tu sais, là, c'est vraiment beau, là, embossé et tout. Mais le film... Ça va bien avec le concept, finalement. Mesdames et messieurs, le film, vous pouvez attendre que ça sorte sur les plateformes parce que, ben oui, voir ça, tu sais, un film de dinosaures, voir ça en salle, c'est le fun parce que ça fait... Puis là, tu sais, les effets spéciaux en grand, tout ça, mais ça compense pas pour le manque de cohérence ou le 2h30 de n'importe quoi. Pour vrai, là, c'est vraiment, probablement le moins bon de la franchise, mais j'étais avec ma fille, puis elle a trippé, fait que, tu sais, ça a passé comme dans du beurre, tu sais. Fait que c'était une horreur, hein? Ça fait que ça fait quand même. Il y a quand même des gens qui se font manger. Fait que je classe ça quand même dans les films d'horreur familiaux. Ensuite, petite lecture cette semaine, un vieux numéro de Delirium, qui est le magazine de Full Moon Picture, avec David Cronenberg. Hein? J'ai lu ça la semaine passée pour préparer un petit peu pour mon entrevue avec le maître. Puis, donc voilà. Sinon, j'ai enfin mis la main sur X, le plus récent film de Ty West que j'aime beaucoup depuis longtemps. J'ai vu son premier film à Fantasia, ça fait au moins 10 ans de ça, The Roost. Puis c'était comme un film à petit budget, là, une affaire de chauve-souris dans une cave, une grange. Puis... Mais tu voyais déjà le gars, là, il avait un talent, un potentiel. T'sais. Puis j'ai continué après ça, House of the Devil, c'était écœurant, Innskeeper. J'ai pas vu The Sacrament, par contre, c'est bien bon. Hein. Ouais. Puis ça, aucunement déçu. Je suis content d'avoir acheté ça sur Marketplace pour seulement 15$. Un très bon prix, surtout qu'il est encore emballé. J'ai aucune idée comment ça se fait. On ne demandera pas au gars où est-ce qu'il a pris. Mais 15$, très parfaitement investi. J'ai hâte de le revisionner. Pour les gens qui ne l'ont pas vu à la maison, X, ça vaut la peine. Très Texas Chainsaw Massacre dans l'espèce de fini, poisseux Texas, campagne, puis à un moment donné, bon, ça vire de bord, puis on ne veut pas trop en dire, puis s'il y a des punches, je sais pas si tu veux. Oui, et je voudrais rajouter que juste de payer 15$ pour voir Brittany Snow nue, ça vaut vraiment la peine. Tellement... Non, mais tellement une surprise parce que, tu sais, Brittany, je ne l'ai jamais vue dans un rôle de ce genre-là, puis quand j'ai vu elle... C'est laquelle, ça? C'est la blonde? Oui, la blonde. C'est ça, ok, je la connaissais pas. Pas bien, tu n'as jamais vu Pitch Perfect? Non, j'ai pas vu ça, moi, Pitch Perfect. Colin de bâtard. Rien que moi ici qui écoute des films de filles. Non, j'ai vraiment aimé ça, puis ça a été une surprise quand je l'ai vu dans ce rôle-là, mais Colin, c'est vraiment bon. Hey, parlant de films pas chers, j'ai été à Pittsburgh au Living Dead Weekend.
en fin de semaine. Ouais. Et... À suivre hein, à la télé de Frisson Télé. Oui, j'ai hâte de voir ce que l'émission va avoir là. Puis évidemment, quand tu vas dans une convention de ce genre-là, tu te retrouves toujours à acheter plein de choses. Et moi, comme vous le savez, c'est souvent des films. Pour 10$, j'ai pogné The Nesting de Blue Underground que je n'ai jamais vu. C'est un film de genre d'abeille tueuse, un truc comme ça. Je pense que non. Je pense que ça a rapport avec un tueur, pas une abeille. OK. Grandmother's House, que j'ai payé 2$ parce qu'il n'y a pas de Blu-ray dedans, il y a juste le DVD. Ah, OK. Mais je m'en fous. C'est Vinegar Syndrome. Ça va la peine, Colin. Évidemment, j'aime les films qui sont mauvais. A Monster from a Prehistoric Planet. OK. Ça a l'air d'un mauvais Godzilla. Ouais, ça a l'air d'une poule. Hein? On dirait que c'est une poule qui crache du feu. Ça a l'air de ma grand-mère qui a fait le costume en papier mâché. Je suis sûr que ça va être excellent. Toi, je le sais, t'aimes ça, ce genre de film-là. Ben oui, c'est son genre. The Ward, évidemment, de John Carpenter, que moi, j'aime beaucoup. Moi aussi, je l'ai bien aimé, ce film-là, quand même. Ben, c'est un petit Carpenter, mais quand même. Il y a bien des gens qui ont chié dessus, mais ça valait pas la peine. Ben non, ça vaut la peine pareil. Tu as le film de Peter Arbon, qui a fait souvent parler, parce que c'est un des meilleurs mauvais. Revenge of the Living Dead Girls. Oh! Ah ouais, l'as-tu déjà vu? Des mortes vivantes. Il me semble que je l'ai déjà vu là, adolescent, le film. C'est pourri! Oui, c'est pourri bon! Ouais. Les filles, ils sont juste maquillées là, mais puis ils n'ont pas beaucoup de vêtements. Oui, c'est comme ça, zombie de la face seulement. Ouais. Seulement de la face. Le reste, c'est tout slick. Là. Un film de Lucio Fulci. Warriors of the Year 2072. Ça, là, c'est incroyable. Tu sais, là, c'était des spoofs là, de Mad Max. C'était incroyable. Lucio Fulci, c'est un génie du n'importe quoi. Là. Oui, vraiment. Tu vas te régaler avec ça, là, si tu ne l'as pas vu. Je ne l'ai pas vu, j'ai bien hâte de le voir. Je commence avec un film que je vais vous montrer tantôt. J'ai évidemment Shivers de Vestra. Vous ne pouvez pas passer à côté d'un David Cronenberg à 12. Les extras là, sont très cool aussi. Là. Une entrevue avec David Cronenberg, justement, filmée à Eyesore Video. Ah, ouais? Ah, cool. The Spell, un autre film que j'ai payé juste 12$ à The Exchange, que ça s'appelle. Okay. Et je commence celui-là, j'en ai entendu parler hyper souvent. Paganini Horror. Ah. Je le vois. C'est vraiment cool. C'est un vieux. Hey, Donald Pleasance. Avec Donald Pleasance, c'est un film de Lewis Coates. J'ai aucune idée qu'est-ce que ça a l'air. Hey, Lewis Coates, là, c'est vieux ce truc. C'est italien, ça. C'est ça. Début 80, ça. C'est une affiche originale du truc, parce que je me rappelle avoir vu ça il y a très très longtemps. L'affiche me faisait fantasmer, moins le film par contre. Mais j'ai jamais vu le film. Mais Luigi Cozzi, c'est l'associé de Dario Argento. Tu sais, le Profondo Rosso Store à Rome, il y a un magasin qui appartient à Dario Argento et Luigi Cozzi. Puis ils vendent des masques, ils vendent des films, puis il y a des props, des films de Dario Argento. C'est un rêve pour moi d'aller à Rome et d'aller dans cette boutique-là. Ouais, d'ailleurs, il faut tomber sur les bons jours parce que des fois, il est là, Dario. Oh! Bon, sinon, il y a Luigi qui est là. Ouais, et ma pièce de résistance que j'ai trouvée à 10$. Oui, j'ai vu ça passer sur Facebook. Mais non, mais vraiment, là, ça vaut la peine. Là. Toute l'histoire est là-dedans. Non, mais c'est super beau. C'est Bernie Wrightson. Tu sais, c'est un dessinateur qui a fait des Swamp Thing, a fait un paquet de trucs, puis... Non, mais vraiment cool la BD. Là. Hey, belle pêche. Quand j'ai vu ça à ce prix-là, j'ai fait comme hey, donne-moi ça. Colin, c'est sûr que je le pogne. Moi, là, juste pour pas te faire chier, mais au Ciné Bazar, il y a quelques années, je l'ai acheté pour $1. Oh, OK. Il était dans une boîte en dessous d'une table. Puis là, je fais, c'est combien ça? Une pièce. Oh, j'ai oublié aussi. J'ai rencontré Gary Pullen, so j'ai décidé de me payer une de ses prints, c'est-à-dire celui-là. Oh yeah! Magnifique. Ah non, c'est parfait, ça. Ouais, ça c'est mon histoire favorite de Creepshow 2, puis je ne pouvais pas passer à côté, en plus que Gary a tellement de talent. So, merci Gary. De Raft, hein, c'est ça? Raft. Hey, la nappe de pétrole vivante. C'est tellement cool. Hey, on a un invité aujourd'hui. C'est vraiment un invité de marque. Il s'agit de Stéphane Lapointe. Si tu peux me donner sa biographie, Chris, on va commencer avec lui. Yes. Stéphane Lapointe, un type né en 1971, qui a grandi dans le coin de Québec. En écoutant beaucoup de musique, hein, c'est un mélomane fini,
tripeux de musique lourde, hein? Un métal maniaque. Je l'ai reçu sur le podcast. Et qui a aussi visionné beaucoup de films dans son adolescence et souvent des films d'horreur. Donc ça, c'est très cool. C'est pour ça qu'on l'a ce soir sur le show. On aime ça, les tripeux d'horreur. Parce que, bon, Stéphane, une carrière assez variée. Il a été participant plutôt, de la course des stations monde en l'édition 95-96. On le connaît aujourd'hui surtout comme scénariste, réalisateur, à la télé comme au cinéma, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui se souviennent de ses débuts dans l'humour. Ado, là, il a été repêché pour écrire dans le magazine Crow. Puis après ça, il a suivi dans Safari avec son pote Jean-François Rivard. Les deux, ils écrivaient dans ces magazines-là. Moi, j'étais flabbergasté quand j'ai appris ça. À la télé, donc, Stéphane a réalisé un bye-bye en 2006, beaucoup de séries dramatiques. On pense à notamment Tout sur moi, hein, qui a duré 5 ans, 2006-2011, Homme en quarantaine, La théorie du chaos, Faits divers plus récemment, une affaire criminelle aussi qui a pris l'affiche ou qui va prendre l'affiche cette année. Puis sinon, il a aussi réalisé quelques longs métrages, La vie secrète des gens heureux en 2006, Les maîtres du suspense en 2014, mais aussi de l'horreur, mesdames et messieurs. On en a déjà parlé sur le podcast, je crois. En tout cas, vous en avez déjà parlé, les gars, avec Simon-Olivier Fecteau, Jardin d'Éden, hein, en 2009. Il a aussi réalisé Les Mutants, série jeunesse qui est diffusée depuis 2020. Et évidemment, Patrick Sénécal présente la série anthologique qu'on a vue l'an dernier sur Club Illico. Donc, sans plus tarder, bienvenue à Stéphane Lapointe sur la route de l'horreur. Avec un accueil chaleureux. Merci beaucoup, Stéphane, d'être là avec nous. Un petit respect. Merci. Hey. On a notre cheerleader personnel avec un masque. Une chance que son masque. Ben oui, moi aussi. Merci, je suis content d'être là. Yes. Hey, Stéphane, j'ai toujours dit que les meilleurs artistes de l'horreur sont souvent des comédiens. Je pense entre autres à Robin Williams, Jim Carrey, Tim Curry, Ryan Reynolds, même Jordan Peele là, ces dernières années. Ben oui, des humoristes. C'est ça, c'est tous des très bons exemples. Ceci dit, ta carrière est majoritairement axée sur la comédie. Comment est-ce que le grand Stéphane Lapointe est devenu fan d'horreur? Puis pourquoi est-ce que tu t'es dirigé dans cette direction-là ces dernières années? Mais je pense qu'il y a quand même une parenté entre les deux genres, on dirait. On dirait qu'on crée une prémisse et on fait arriver un punch. Tu sais, il y a comme ouais. Dans les deux, il y a un peu de ça. Puis j'ai tout le temps été attiré par ça depuis que je suis tout jeune. Des sensations fortes quand même. Sensations fortes. Je tripais sur Kiss comme tous les petits garçons des années 70. Non, à l'âge de 11 ans, je me suis fait un petit marathon de films d'horreur avec des chums, puis on a loué 4-5 bêta à l'époque. Oui. Puis je me suis tapé Poltergeist, Massacre à la scie, l'Opéra de la Terreur et je pense Carnage, ou en tout cas. Et on va regarder ça tout de suite, et puis ça a été une piqûre pour moi aussi là, de traumatisé à vie. Traumatisé à vie de belle façon. Et ben puis, j'ai toujours voulu aller chercher ces sensations-là. Non, j'aimais beaucoup ça. J'aimais créer les ambiances. J'ai tout le temps voulu jouer avec ça. Évidemment, c'est pas accessible. On aurait dit que le cinéma, c'était quelque chose de lointain et pas possible. Mais dans ma tête, on dirait que je voulais raconter des histoires. Puis je voulais... Puis j'étais habile en humour, étant donné que j'étais timide, probablement à l'école, j'ai développé cette façon de m'exprimer et de survivre au monde cruel. Ça a commencé jeune, ton affaire, en plus, jeune, humour. Ouais. T'avais quoi? T'avais 15-16 ans? J'avais 15 ans quand je suis monté à Montréal en autobus voyageur pour aller déposer ma pile de textes que j'écrivais pendant les classes. J'écrivais des textes au lieu d'écouter, mais j'avais des bonnes notes, mais j'écoutais pas vraiment. Puis en autobus voyageur, ça prend du guts pareil de faire ça. Je suis allé voir Pierre Huet. sur la rue Moncklin à Montréal, puis j'ai emmené mes textes, j'étais bien intimidé. Puis,
Puis, Pierre Huet, qui était le parolier de Beau Dommage aussi. Oui, qui était rédacteur en chef de Crow. Puis, oui. Puis un an après, il voulait faire une section à Québec, dans le Crow. Puis il m'a appelé pour faire partie de la gang. Puis je suis parti pour Brainstorm. Puis ça n'a pas pris de temps que j'ai commencé à écrire des pages humoristiques dans le magazine. Quand tu as commencé à écouter tes films d'horreur, tu disais que tu avais 11 ans. C'est la première fois à ce moment-là que tu écoutais des films d'horreur? Tu n'avais écouté avant? Non, je pense qu'il y a eu des petits moments à la télévision. Là, tu tombes là-dessus par accident. Des Carrie au grand film à Radio-Canada. Je pense que c'est mon film préféré d'horreur, c'est Carrie encore. Ah ouais? Brian De Palma, c'est un génie. Brian De Palma, je trouve le jeu des deux, de C.C. Spacek puis de la mère Piper Laurie, je les trouve phénoménal. Encore aujourd'hui, je l'ai vu quelques fois, puis mon Dieu, que je trouve ça très fort. Je suis attiré par l'horreur psychologique, plus que dans le gore ou le très graphique. J'aime ça, les films plus psychologiques d'horreur. Oui, mais tu m'avais dit que tu avais trippé sur Sainte Maud quand on avait jasé la dernière fois. Puis je trouve que là, tu viens de parler de Carrie, puis il y a quand même une parenté assez forte. Oui, ben c'est ça. Plus jeune aussi, je pense que Psycho 2, ça m'avait marqué. Norman Bates, j'avais vu ça à la Maison des Jeunes de Saint-Augustin de Desmaures. Ah ouais! Là, il faut que je te mentionne. Je montrais ça à des jeunes de 12 ans, mais en tout cas, moi, ça m'a marqué. Puis j'ai resté encore aujourd'hui, c'est quelque chose cette performance-là, de toucher à la folie, puis à la. En tout cas, ça m'a bien gros marqué. Puis j'essaie de reproduire un peu ce feeling-là encore aujourd'hui, on dirait. Ouais. Là, tu mentionnes Carrie, puis je m'excuse, les gars, ils vont me trucider, mais à chaque fois qu'on est dans un show... Ça y est, il va nous balancer sa fille, celui-là, je suis sûr. Ah oui, t'as fait une photo avec ta fille. J'ai fait une photo, puis j'aimerais ça quand même la montrer, parce que c'est vraiment un hommage à Carrie que j'ai fait. C'est merveilleux, ça! Wow! Oui, Martin, c'est ça, il fait de la photo, puis son actrice principale, c'est sa fille. Fait que là, il la déguise dans toutes sortes de façons différentes, puis ça donne des photos vraiment très cool. Chapeau, man. Stéphane, tu es parti à la course de la course Destination Monde qui, soit dit en passant, était l'un de mes gros travaux en cinéma à Saint-Jérôme avec Denis Desjardins. Ah oui? Tu analysais ça? J'analysais ça, fallait qu'on écrive une analyse sur chaque épisode, etc. C'était vraiment intéressant. Et puis, tu en es arrivé à Patrick Sénécal, présente avec la réalisation de 5 épisodes jusqu'à maintenant. Comment est-ce que tu expliques la route que tu as pris pour arriver avec une collaboration avec le plus grand maître de l'horreur au Québec? 9 épisodes, Martin. 9 épisodes. 9 épisodes, excuse-moi. Il y en a un 10e qui est réalisé par Patrick. Lui-même. Excuse-moi, 9 épisodes. Oui. Ben mon Dieu, comment c'est arrivé? J'ai fait beaucoup de comédies dans ma vie, mais j'ai tout le temps été attiré par le genre. Puis je développais des projets on the side, des trucs plus dark, et même tu sais ça à Space, mais à Regard au Saguenay, j'avais tourné des films qui touchaient un peu à l'horreur, comme Christophe disait. Et j'ai croisé Patrick Sénécal, on a des amis communs, je l'avais croisé dans un lancement de livre de Stéphane Dompierre, je pense. Et on s'est croisés là, puis j'ai dit hey, je suis un fan, j'aime le genre, si jamais un jour, peut-être, on pourrait se croiser. Puis tu avais planté la graine. Puis je pense après Fait divers, ça m'a donné une crédibilité pour toucher à d'autres trucs que la comédie. Ouais. Et on faisait confiance pour des trucs plus tordus, plus dramatico, étranges. Puis mon agent a poussé pour moi aussi pour rencontrer Diane Englund, qui était la productrice de la série. Puis je suis allé vendre ma salade là-bas, puis ça a marché. Puis voilà, ça a fonctionné. Ils m'ont cru. Puis finalement, il fallait que je me débrouille après ça pour les décevoir. Et puis, ça a bien marché, c'est ça. Oui, je suis très content. Avec le budget qu'on avait aussi, c'était comme des petits miracles à chaque fois. Puis, la TV, il faut travailler, il faut être rapide, il n'y a pas beaucoup de place à l'erreur. C'est ça, on avait 10 histoires dans un temps très, très restreint. Avec la COVID, puis tout. La COVID, en plus, on était masqués et tout. Ouais, le tournage était aussi épeurant que... oui, c'est ça. Écoute, Stéphane, on va passer maintenant aux questions rafales. Oui. Est-ce
que notre invité saura répondre aux questions rafales. Donc, je rappelle à nos auditeurs que les questions en rafale, c'est pour s'amuser, c'est humoristique et ce sont basées sur des recherches que j'ai faites sur Stéphane Lapointe. Alors, est-ce que tu es prêt, Stéphane? Absolument, j'ai peur. Enquête approfondie. Attention, Martin, il est fort. Stéphane Lapointe est-il un invincible ou un mutant et pourquoi? Je suis un invincible, un invincible. Un invincible, c'est bon ça. T'avais pas fait un petit Vous saviez que j'ai joué du drum dans Les Invincibles, la première saison? Parce que j'avais un band avec Jean-François Rivard. L'année ou deux avant qu'on commence nos séries, moi je faisais ma quarantaine, il est parti faire Les Invincibles. Puis il m'a invité à me joindre au petit band qu'il y avait dans la série. Avec, Rémi-Pierre Paquin avait un band dans la série, puis il m'a dit viens tu faire un petit caméo. Puis voilà. Skydome, c'est ça? On va passer vite, mais en tout cas, je peux me vanter de ça. Oui, c'est le fun, ça. Une affaire criminelle, est-ce que ça peut être genre mettre de la sauce tomate dans une poutine? Oui. Est-ce que Stéphane Lapointe présente pourrait être un spin-off de Patrick Sénécal présente? Et si oui, quel en serait le genre? Oh mon Dieu, moi je suis un grand fan de Twilight Zone et de ces. J'aime ça, créer une réalité, s'attacher à un personnage puis voir son monde basculer avec un glitch de réalité. J'aime beaucoup ça. Ça ressemble. Il y aurait un lien avec Patrick, mais je pense avec un truc psychologique. La Rod Sterling. Twilight Zone, nouveau genre. Le Black Mirror pour moi dans ces eaux-là. J'aimerais beaucoup ça. Ouais. Qu'est-ce qui arrive après le crash? Ah mon Dieu, c'est pas joli. C'est pas joli. Ça va être. C'est ça. Avant le crash, ça sera en ondes en septembre à Radio-Canada. Après le crash, ça va être en décembre. On peut s'en reparler à ce moment-là. OK. Vrai ou faux? L'âge idéal pour introduire ton enfant à Texas Chainsaw Massacre est 4 ans. C'est ça, j'ai un petit bonhomme de 4 ans en ce moment qui va avoir sa fête cette semaine. J'ai très hâte de lui montrer tous mes classiques. C'est ça, j'hésite encore si c'est 4 ans ou 9 ans. Ou... à titre d'information, j'ai commencé Martin, ma fille à 4 ans pour les Monster Classics, les Universal Monsters, et ça a très bien fonctionné. Parce que tu commences à petite dose. C'est ça. Tranquillement. La famille Adams. C'est ça. Oui, exact. Ces choses-là. Tu sais, les Indiana Jones. Non, il aime bien ça. Il aime les pirates, les sorcières, les vampires, les squelettes, ça le fait. Il aime ça, mais ça regarde bien. On y va tranquillement. Oui, 4 ans, là, c'est ça. Je veux pas qu'il m'en veuille en thérapie plus tard. Quel acteur aimerais-tu voir mourir d'une façon atroce dans la série Patrick Sénécal présente? Quel acteur j'aimerais voir mourir? T'as pas besoin de répondre si tu veux. La liste est très, très longue. Non, les gens sont assez adorables. Oui, moi, je n'ai pas travaillé avec d'acteurs désagréables, alors je ne sais pas quoi répondre. Ton signe zodiaque ne devrait-il pas être Gémeaux au lieu de Poisson? Pourquoi donc? Ben voyons, les nominations aux Gémeaux, comment? De quoi? Tes nominations aux Gémeaux. Oh, c'est ça le lien, c'est vrai. Excusez, oui, le lien. Oh mon Dieu, c'est vrai. On parle de mes 17 Gémeaux. Ben oui. On ne peut pas en parler ce soir. On en parle vite fait. C'est juste une question vite fait de tout. OK. Félicitations. C'est bien gentil, merci. Chapeau. Si le Kosovo était un fruit, quel fruit serait-il et pourquoi? Non, le Kosovo est une fleur, c'est une mimosa. Mon épouse s'appelle Mimosa, elle vient du Kosovo. Et voilà, on est ensemble depuis 14 ans. Oh, wow. Félicitations. Ils sont d'ailleurs au Kosovo en ce moment avec ma femme et mon enfant. Quand tu allais visiter la famille. Quand tu allais visiter de la famille, moi, pendant 2 mois, imagine-toi, pendant que je tourne ma série. C'est ça, toi, tu es en tournage, là. Ben oui. Oui, je suis en train de tourner avant le crash. Et puis, mes petits amours sont là-bas. Parce qu'ils se sont dit, de toute façon, tu vas t'occuper, fait que nous, on va en profiter pour aller voir. C'est ça. Fait que, ils vont revenir début août.
Fait que ça fait beaucoup de calls vidéo comme ça, là, j'imagine? On se fait des petits zooms, des fois, on essaie de... Ouais. À 4 ans, des fois, les... Ouais, ça en va jouer. Oui. Il y a des fois, s'il y a un dessin des choses un petit peu plus intéressantes. Ça doit pas trop te changer, là, parce qu'avec l'âge mental des deux, là, on va pas loin. Hein. Puis de lui, il met un masque, tu sais, puis il a passé 50 ans. Il se cache, c'est ça. Écoute, il y a 4 ans maintenant, la NASA découvrait un nouveau soleil. De quel soleil s'agit-il? Ok, le lien, je le vois moins celui-là. J'ai été voir ton profil Facebook et le soleil était ton fils, évidemment. Mais voyons, viens en parler. Non, mais laisse tomber, les liens de Martin sont vraiment nuls. Ça va être poétique, là, et profond. Oh mon Dieu, ben oui, c'est mon soleil, absolument. Ben oui, c'est sûr. Es-tu prêt à avoir là, vraiment une question ridicule? Ok. Plus ridicule. Celle-là est ridicule. Ton film d'animation, est-ce que ça fait rire ou est-ce que ça va montrer les crocs? Ben, vous savez pas, mais vous savez peut-être un peu, mais moi, je développe un projet de film d'animation qui s'appelle Freak Town. C'est ça, tu m'en avais parlé, un peu la Tim Burton. Mais là, mais depuis qu'on s'est parlé, on a travaillé un teaser d'1 minute et demie pour aller convaincre des investisseurs pour aller chercher le 40 millions nécessaires à travers le monde. Ben oui. C'est comme le gros budget pour les films d'animation. Ben oui. Wow! Là, on peut voir ça. On a fait 1 minute et demie qui a pris 2 mois et demi à faire. Et c'est vraiment difficile. Chaque petit détail doit être pensé. Là. Alors, la longueur du gazon, la technique, la mettre un peu plus. C'est fou. Mais on est très content du résultat. Ça s'appelle Freak Town. C'est l'histoire d'une sorcière qui lance un sort à des enfants dans un village. En français ou en anglais? On va le faire en anglais pour à ce budget-là. Je pense que c'est ça, je m'en il va falloir quelques entrées. C'est bien cool, ça fait que ça avance, c'est vraiment le fun. Ça avance bien. Il y a eu la productrice est allée à Cannes il y a quelques semaines, puis il y a eu déjà des premiers contacts intéressants. Des intérêts, OK. C'est Caramel Film qui produit et ils ont déjà l'expérience de en tout cas, au moins 2 films que je connais. Ballerina puis Fireheart. Ballerina, c'était super pro, ça. Tu sais, ça va de l'air. C'est du calibre des films américains. Là. Exactement. Cool. On essaie d'aller à côté ça avec ce nouveau projet-là aussi. Et tantôt, Martin, il parlait d'un film un film de filles. Là. Martin, il parlait d'un film de filles. Là. Je ne me rappelle plus c'était quoi. Là. Mais Ballerina, c'est un film de filles très beaucoup. Mais ma fille l'a écouté. Puis je l'ai écouté. Puis j'étais comme, hey, wow, c'est pro. C'est fait ici au Québec. C'est vraiment. J'aimerais bien ça. C'est long, les films d'animation à produire. J'imagine que quand Mathis sera 6 ans, je pourrais aller à la première avec lui. Oui, c'est ma motivation première. Oui, mais on va tout y aller. On va tout y aller avec toi. Merci bien. Freak Town, en plus, c'est un film d'horreur. Tu sais, un film d'horreur. Oui, il y a un petit côté Goonies. On touche aux sorcières puis aux maisons hantées un peu. Ça, c'est de l'animation 3D, là. CGI. L'animation 3D, oui. Pas du stop motion. Non. OK. Non. Mais justement, puisqu'on est là-dedans, qu'est-ce qui t'a amené à faire de l'animation? Au tout début, ce film-là, je voulais le faire en anglais avec des vrais acteurs en live. OK. Puis c'est un lecteur externe qui disait ça ferait un maudit bon film d'animation avec la fantaisie qu'il y avait dans le film. Puis j'ai résisté un peu. Puis finalement, j'ai dit, mon Dieu, je veux quand même toucher. Moi, c'est ça, ça a mijoté. Puis je me suis dit, pas fou. Puis on a finalement décidé de bifurquer et d'aller du côté de l'animation. Puis je tripe fort. J'avais pas touché à ça. Puis est-ce que tu écoutes beaucoup de ces films-là pour te nourrir, t'inspirer? J'adore le film d'animation. Ratatouille, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Oui. J'ai adoré Coraline. As-tu vu Paranorman? Hein? Paranorman? Oui, j'ai moins aimé un petit peu, mais j'aimais l'idée. Mais c'est comme Tim Burton. J'aime toujours le look. J'aime toujours je suis bien excité. Puis on dirait après 15 minutes, on dirait que je m'ennuie un peu. On dirait que je ne sais plus trop quoi ça raconte.
Ouais, The Corpse Bride, c'était peut-être un peu moins réussi qu'un, mettons. Ben, tu sais, c'était Henry Selick qui l'a réalisé, mais tu sais, Nightmare Before Christmas, c'est incroyable. Hey, c'est vraiment drôle, les gars, parce que pour me préparer pour l'émission, j'ai écouté Metal Maniac et vous parliez de la même affaire. C'est trop drôle. On commence à ne pas se répéter. Ouais. Merci de nous couper parce que moi, je suis un radoteux. Hein, hey, j'avais jamais remarqué ça. Il y a une fois, là, j'ai compté la même anecdote. À un moment donné, on a un segment dans l'émission, là, puis j'ai compté la même anecdote 2 fois en 3 semaines, puis je m'en suis pas rappelé. On disait que la cassette a embarqué, là, je me prenais pour un politicien. Hey, Stéphane, tu as commencé à flirter un peu plus avec le domaine de l'horreur, de la science-fiction avec l'émission populaire Les Invincibles, dans laquelle tu as eu un petit rôle dans la série. Tu nous as expliqué pourquoi tantôt. Ouais, mais ensuite, on est arrivé avec La Malédiction de Jonathan Plourde, une série télé dont tu es l'un des écrivains. Comment tu as réussi à obtenir un poste d'écrivain pour cette série? Ben, ça, c'est une idée à moi que je m'y jetais depuis. Ça fait 15 ans que j'avais cette idée-là. C'était un gars qui avait une malédiction. À chaque fois qu'il tombait amoureux, la fille décédait. À chaque fois qu'il était tombé amoureux, on dirait qu'il y avait une malédiction. Mais il voulait comprendre pourquoi, à chaque fois il aimait pour vrai, la personne décédait. Ah ouais. Je trouvais que c'est une belle histoire forte. J'ai voulu faire un film avec ça. Finalement, je n'ai jamais écrit. Mais cette idée-là, je la trouvais intéressante. Puis je l'ai proposé à un producteur, Marc Poulain, il y a à peu près 5-6 ans. Puis, la série eux autres, il y avait des possibilités de tourner en Ontario, la série. Alors, je n'ai pas réalisé la série. Je me suis contenté de la développer, de l'écrire, de superviser les textes. Puis, c'est quelqu'un d'autre qui a réalisé la série en Ontario. Puis, ça a joué, je me souviens pas, ça a joué il y a 3 ans sur VRAC et tout ça. Je me souviens plus. Pas trop certain c'était où exactement que ça va jouer. Et ça prend tout un lâcher-prise quand même. Là, tu donnes ça. C'est un lâcher-prise, ça. Hey, habituellement, un réalisateur, toi, tu aimes ça, justement, être capable de le réaliser toi-même. Puis là, tu regardes ça d'un œil extérieur. Ça doit être assez spécial pour toi. Non, c'est difficile. Non, c'est difficile. Il y a plein de choses que tu ne ferais pas pareil. Ben, c'est tout le temps le problème des auteurs des séries. Ils ont une vision, puis là, le réalisateur vient se mêler de ça, puis il vient chambouler. J'essaie quand je réalise d'aller au maximum, essayer de maximiser un peu tout ce qui est là, puis que les auteurs ne soient pas déçus. Puis avec ton film d'animation, ça va être ça aussi, hein? Parce que c'est compliqué. C'est pas toi qui diriges les acteurs. Tu diriges, mais ça prend du temps. Mon Dieu, c'est tellement compliqué. Non, c'est ça. D'habitude, quand je tourne avec des acteurs, il y a des propositions. L'acteur te propose quelque chose. Tu vois live. Là, il y a sa vision des trucs. Fait que tu fais rebondir un peu avec ta propre conception de la scène. Mais là, en animation, le dessin ne te propose pas grand-chose. Il faut tout imaginer comment il va se tenir comme ça. Il faut qu'il y ait un petit regard comme ça. Il faut tout contrôler chaque petite mini-réaction. Puis toi, ta job, ça va être de bien briefer tous les directeurs techniques d'animation, tout ça. Puis après ça, d'espérer qu'ils ont bien compris. Là. Mais moi, là, je suis curieux, Stéphane. À cette heure que tu flirtes avec l'horreur, est-ce que ça te donne un peu plus le goût de t'aventurer dans le genre puis de laisser comme la comédie de côté? J'ai beaucoup délaissé la comédie. J'attendais ce moment-là depuis très longtemps dans ma carrière. On proposait toutes les comédies en ville, mais après lâcher prise, j'ai eu une offre que je ne peux pas refuser, c'était d'aller pitcher pour aller faire Fait divers, qui était plus... il y avait un petit côté comédie sourire en coin, mais c'était plus un drame tordu, un peu frère Cohen. Ouais. Ça, c'était vraiment dans mes cordes. En tout cas, ce qui me passionnait le plus, puis j'avais très hâte d'avoir cette opportunité-là de... Puis non, je pense pas. Peut-être que je vais retourner faire de la comédie, mais il ne faut pas que ce soit du léger sur du léger, ça m'ennuie un peu. J'aime ça quand on rit avec les choses tristes, ça me va, ou les comédies qui auraient pu être des drames, ça me va. Mais le rire pour rire, on dirait que ça m'ennuie un petit peu. Fait que, il y en a le temps un petit peu il y a le temps un petit sourire en coin, une petite idée un peu folle, un peu... Ben oui, Patrick Sénécal présente, c'est un bel exemple. Il y avait quand même pas mal d'humour là-dedans. C'est sûr que c'était écrit par Patrick, là, mais visuellement, tu avais comme de l'humour. Le sens du punch est là, puis on essaie de l'utiliser pour que ce soit excitant pour le public. C'était pas n'importe quoi. C'était pas n'importe quoi. Pour faire un lien avec la chronique, n'importe quoi qui passe. Ah, voilà. Drette là. All right, here we go.
It's time for n'importe quoi d'horreur, n'importe quoi de peur, n'importe quoi on the road of the terror. Je pense qu'il y a eu comme un petit bug. Fait que là, ben c'est moi, ça va être moi qui vais faire la chronique n'importe quoi pour les prochaines 2-3 minutes. Moi, là, les gars, j'ai réalisé un grand rêve la semaine dernière. J'ai non seulement acheté ce truc-là, je vais essayer de l'amener en avant, ça va être assez difficile avec la chaise, là, mais ça va être difficile avec ma caméra. Là. J'ai non seulement acheté cette magnifique affiche. Wow! Très bien, là. Là, là je vois pas on sait c'est quoi, en tout cas, ça, il n'y a pas de problème. Hein? C'est en roumain, une affiche roumaine d'un des films qui me traumatisait étant jeune. Je parle évidemment du film fantastique La Mouche de Fly. Tu peux remontrer le poster, s'il te plaît? J'ai mal vu. Non. Puis, j'attendais ce moment, rencontrer David Cronenberg depuis des années. Quand il est venu à Montréal en 2019, à l'automne 2019, il est venu présenter une version restaurée de Crash, le film sulfureux qui avait fait scandale à l'époque des années 90. Magnifique. Un film où les gens aiment beaucoup les autos, beaucoup. Et les gens qui ont des accidents d'auto, et les gens qui ont eu des accidents d'auto, et en tout cas, c'est assez, pour les gens qui n'ont jamais vu Crash, assez perturbant. La restauration était fantastique. La musique d'Howard Shore du film était incroyable. Puis, David Cronenberg était dans la salle en 2019. Puis là, j'avais essayé d'avoir une entrevue, ça n'avait pas marché. Puis finalement, je m'étais rabattu à aller voir le film dans la salle avec lui. Puis j'avais réussi à poser 2 questions dans le Q&A à la fin. Fait que j'avais comme mon petit moment. J'ai réussi à l'accrocher, puis faire signer un truc, puis avoir une photo mauvaise en dessous d'un spot qu'on nous voyait mal. Fait que là, tu sais, j'ai eu mon petit moment 2 minutes avec Cronenberg, c'était correct. Mais là, voilà 2 semaines, Marc Boisclair, on le salue, de Horreur Québec, il m'écrit, il dit quelle sorte de bassiste serait prêt pour interviewer, rencontrer David Cronenberg? Je fais oh my God, je prends congé. Fait que là, j'ai écrit à mon boss, j'ai dit moi, le mardi, je travaille pas. J'étais allé voir le film le matin, j'ai adoré le film, ce qui avait beaucoup aidé l'entrevue parce que j'aurais été un petit peu, je sais pas, ça aurait changé mon énergie. J'ai eu ce moment-là avec David Cronenberg, j'ai eu 10 minutes. 10 minutes, c'est court. Puis quand j'ai su quelques jours avant que j'avais juste 10 minutes, là, c'était comme oh my God, OK, j'ai mes questions, je priorise, je coupe dans le gras, OK, cette question-là, je peux pas la poser, ça sert à rien. J'écoute des entrevues, je lis des magazines. Toi, juste 10 minutes! Puis là, j'ai réussi à justement trouver les bonnes questions dans le bon ordre. J'avais comme 6 questions, j'ai réussi à en poser 4. Mais puis quand je suis arrivé, il était complètement épuisé. D'arrivée de Cannes, première mondiale à Cannes, il était à Toronto la veille, puis là, après ça, il était à Montréal, il avait la voix comme ça, il buvait un thé, puis là, il demandait un autre thé. J'étais à la dernière entrevue du junket de gens qui avaient des 10 minutes, puis j'ai réussi, mesdames et messieurs, à baisser mon débit, mon niveau d'énergie pour arriver à son niveau, puis être calme, puis me calmer moi-même, parce que j'étais vraiment énervé de le rencontrer. Je voulais pas bafouiller, je voulais le mettre en confiance, je voulais qu'il poser des bonnes questions intelligentes, puis ça a marché. Vraiment, c'était un moment fantastique. Puis après mon 10 minutes, qui s'extensionne à 12 quand même, là, j'ai pu lui faire signer un billet de Cannes, de l'époque, en 1977, qui est Shivers. Ça s'appelait The Parasite Murders à l'époque. Puis, on le voit-tu ici, gars? Ivan Reitman. Il était producteur pour Cinepix, Monsieur Ghostbusters. Wow! Puis, c'était, avant qu'il change de titre pour Shivers, ça s'appelait comme ça. Fait que j'ai fait signer ça. C'est un truc très rare. J'ai ramassé ça dans les archives de Cinepix jadis. Donc, The Fly, évidemment, mon film préféré de Cronenberg. Mais ça c'est une de mes pièces de collection préférées dans ma vie parce que c'est signé par David Cronenberg, ici en blanc, magnifique. Puis l'autre côté, Michael Ironside. Scanner, c'est un des films que j'aime beaucoup de lui, mais The Fly, c'est vraiment un film qui m'avait tellement marqué. Les effets spéciaux, le duo d'acteurs incroyable, Gina Davis, que j'avais vu dans Beetlejuice. Puis là-dedans, c'est beaucoup dramatique. Jeff Goldblum.
Donc, voilà, j'ai réalisé un rêve, j'ai rencontré une légende, un de mes réalisateurs préférés, le meilleur réalisateur canadien de tous les temps. Je m'excuse, Stéphane. Voyons! Fait que voilà, c'est ça mon n'importe quoi. J'étais content. Je voulais partager ce petit moment de journaliste qui un gros félicitations, Chris. On va entendre ça à quel moment? C'était un enregistrement audio seulement pour une transcription. C'est sur Horreur Québec. Je t'enverrai le lien. OK, parfait. Mais attends, il t'a pas dit, là, c'est que tout était parfait, sauf les questions, comme d'habitude. Ouais, c'est pas vrai, Chris. Non, moi, les insultes de Elzambla me glissent sur le dos comme sur le dos d'un canard. Comme tout le monde, d'ailleurs. Zombla, bla, bla, bla. C'est tout le temps ça. Merci beaucoup, Chris. Et encore une fois, gros félicitations parce que je sais c'est quoi de vivre un moment comme ça. Surtout quand il s'agit d'un de nos idoles. Mais j'en vis un très bon moment ce soir avec Stéphane, que j'aime beaucoup. Pour vrai, j'avais eu beaucoup de plaisir à t'inviter sur mon podcast, puis je suis content qu'on continue la conversation à soir. Là, Martin, tu avais une autre question pour... Ah, tu veux que je la fasse? D'accord, je vais la faire. Okay? Parce que normalement, je la pose tout le temps. J'ai pas eu le temps de la poser parce qu'on est sauté sur ton animation. Puis je trouvais ça beaucoup plus intéressant de parler de ton animation. Mais je vais la poser quand même. C'est la question classique de la question classique. Ah ouais. Jason ou Freddy? Alors... non, Jason. Ouais? Pourquoi Jason? Non, réponds pas à ça, c'est bon, ils sont cons, qu'est-ce que tu veux faire? Mais Jason, c'est bon, on a compris. Vous me direz vite les vôtres après, mais non, mais je trouve que la peur est plus réelle. Freddy, j'ai aimé le premier Freddy, mais après c'est devenu comme un peu cartoon, c'était quasiment rendu Naked Gun, là. Non, mais c'est ça. Mais il y avait beaucoup de potentiel avec Freddy, mais on dirait qu'ils l'ont brûlé, puis ils l'ont brûlé dans tous les sens. Excellent jeu de mots. Oui, involontaire, mais c'est bon. Non, mais Jason, je pense qu'il y a du potentiel, puis c'est un excellent. C'est bon, c'est le meilleur slasher pour moi. Tu vois, moi, c'est Freddy simplement parce que les possibilités sont infinies. Tandis qu'avec Jason, j'adore Jason. Là, je l'ai tatoué sur le bras, j'ai une masque en arrière et tout. Mais Jason, c'est que, there's so much you can do about it. Il y a une limite à un moment donné. Là. À moins que tu l'envoies plus loin dans l'espace encore, peut-être dans un trou noir, je sais pas. Puis moi, Martin, dans le quartet habituel du podcast, il y a Steve qui n'est pas là ce soir. Puis Zomblanc, eux, ils trippent vraiment sur Jason. Puis moi, Martin, on est Freddy. Puis moi, Freddy, puis même si je les aime tous, là, puis j'aime beaucoup Leatherface de Texas Chainsaw Massacre, qui est mon film d'horreur préféré de tous les temps. Mais Freddy, c'est comme Martin disait, il y a le côté fantastique, il y a l'imaginaire qui est incroyable. Puis oui, Stéphane, effectivement, c'est la caricature, les one-liners. À un moment donné, là, ça devient... C'est même plus drôle. Rendu au 7, c'est comme... C'est l'humour, le 6, là. Non, le 6, là... Non, mais c'est bon, allez, posez des questions à Stéphane, il est plus intéressant que toi, mec. Non, OK, Freddy, Jason, ils sont ex-aequo maintenant. Ils sont ex-aequo, là. Écoute, je les aime les deux pareil. Ça va toujours être des icônes pour moi. Mais j'aime pas ce qu'ils ont fait, le nouveau casting de ça. Est-ce que c'est fini, ça, le nouveau casting? Freddy, il y a eu un remake, puis après ça, la franchise est comme en dormance. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Robert Englund, je pense qu'il aimerait ça refaire ça. Je pense qu'ils veulent mettre un clou dans le cercueil, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Puis Jason, c'est des limbo légales. On dit qu'on ne peut plus en avoir. C'est compliqué avec le scénariste. Ça finira plus. On va passer, par exemple, à autre chose quand même. Je veux dire, on parle de Patrick Sénécal présent, puis je veux, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, montrer la bande-annonce. OK. On a juste besoin des codes pour sortir d'ici. Après, je vous invite tous au restaurant. On sait pas quoi? Si tu le tues par erreur ou volontairement. Moi, je pensais que c'est un endroit tranquille ici. Je dois avoir plus d'ennemis que je pense. Ça te dirait pas. T'arrives quoi avec le Père Noël?
Ah, Wow. vraiment. Moi, j'ai Ça tellement marche bien, aimé ça. ça. Ouais, ouais, il y a tellement de trucs cool. Puis, tu sais, la palette de couleurs, tu sais, désaturée. Ah non, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Je sais pas qui c'est qui a réalisé, mais putain, c'est bon. Hein. Quand même, hein? Moi, je trouve que c'est a shame que ça s'est retrouvé sur une plateforme, tu sais, perdue, tu sais, dans Club Illico, que les gens n'ont pas tant eu accès à ça, puis, tu sais, ça a fait mal à la série, tu sais, ça n'a pas été renouvelé. Ça n'a pas été renouvelé. Non, c'est ça. Ça s'adresse à un public peut-être plus niché. On veut. C'est ça. On a un petit marché ici quand même. Fait qu'il faut faire un grand nombre, sinon on est voué un peu. Et le trailer, l'horreur, tu sais, on le voit, c'est ça qui cartonne au box-office quand même. Quand on regarde, là, tu sais, bon, peut-être plus dans les années 80, mais même encore aujourd'hui, le cinéma de genre, c'est ça qui fonctionne, c'est ça qui fait déplacer les gens dans les cinémas, tu sais. Fait qu'à la télé, à heure de grande écoute, bon, à 9 h le soir, les enfants sont couchés, tu sais. Je sais pas. Je pense aussi que ça aurait pu avoir. On aurait pu donner une chance de plus. Est-ce que tu crois que c'est à cause de la façon que le produit a été présenté que ça a causé une moins grande popularité? Je l'ignore. Je sais pas. C'est peut-être. Je sais pas combien il y a de gens qui vont sur le Club Illico. Je sais pas si. Je pense que ça a limité un petit peu l'accès. Parce que quand on regarde les critiques de l'émission, sont excellentes. L'émission en tant que telle est excellente. Ça me fait penser aussi à Terreur 404, qui a très bien réussi aussi. On voit quand même que tranquillement, pas vite, peut-être que le Québec commence à comprendre que, OK, c'est quand même populaire, ce genre-là. Il faudrait peut-être juste le traiter d'une façon différente. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je suis très d'accord. Oui, il y a des petits pays, en Scandinavie, on fait des trucs plus nichés, mais qui vont voyager à travers le monde. Ben oui. Je pense qu'il faut bien... Je pense qu'ils ne savent pas trop comment faire ça. Ils ne savent pas trop comment vendre ça. Ouais. Je pense que c'est ça. Ils sont comme fiers. Ceux qui ont donné le go à ça, chez les diffuseurs, ont adoré la série, ils ont trippé fort. Mais je pense qu'après, ils ne savent pas trop comment le marketer. Ouais. C'est ça. Parce qu'ils ne sont pas assez habitués. Il n'y en a pas encore beaucoup dans le mainstream, on s'entend. Parce que, bon, évidemment, les indépendants, on voit beaucoup de films québécois à Space, à Fantasia, dans ces festivals-là. Mais... Je pense qu'un des meilleurs exemples que je peux donner pour prouver que la popularité de l'horreur au Québec est énorme, c'est Frisson TV. Frisson TV a 400 000 abonnés, si je ne me trompe pas. C'est pour te dire, c'est du français, là. Le monde écoute l'horreur en français en grand nombre. Pourquoi Frisson TV ne rachèterait pas Patrick Sénécal? Ben oui, c'est vrai. Et voilà. Amener les droits, ils vont sûrement expirer. Fait que, ça serait une bonne chose. Ben oui, tout à fait. Très bonne idée. Oui. On en parlait à Sylvain. Ouais, ben c'est ça, tu sais. Hey, Sylvain. Non, attends, il y a déjà sur la route de l'horreur sur Frisson TV. Il ne peut pas y avoir 2 émissions extraordinaires. Ben oui, Zomblard, il peut. C'est pas le même credo, tant tout, mais oui, effectivement. L'appel est lancé. Sylvain Gagné. Sylvain Gagné, on attend ton appel. J'ai rien dit, et toi. Ben justement, Stéphane, tu vois, admettons, là, on donne le budget, là, que tu aurais besoin pour faire un long métrage d'horreur. Je parle d'une fiction, pas d'un animé. C'est quoi ton long métrage que tu ferais? Tu dois l'avoir dans les... Un film d'horreur? Un film d'horreur, oui. Je sais que tu vas faire Psycho 3 que tu avais écrit, genre, quand tu avais 13 ans. Ah oui, c'est ça. Je ne veux pas répéter mes anecdotes parce que... Chris. Mon Dieu, qu'est-ce que j'aimerais faire? J'ai quelques films d'horreur dans mes tiroirs. Ouais. Écrit, là, ou juste une idée de base ou un scénario? Non, j'ai 2-3 scénarios avec des éléments horrifiques. Quelque chose que tu peux partager. Darkness. J'ai un truc qui s'appelle Love is Dead. Mais c'est ça, j'attends des producteurs pas frileux, agréables. Est-ce que c'est des trucs que tu as déjà pitchés ou... Semi, je pense que j'attends la bonne personne que je sens que c'est le bon moment. Ouais. Okay. Mais c'est là, c'est stand-by, c'est prêt à dégainer. Écoute, Stéphane, tantôt on te parlait d'anecdotes et c'est maintenant le temps
pour toi de nous dire. J'ai une super anecdote. Attends. On va partir avec le jingle avant. Anecdote, c'est le temps de l'anecdote. OK, vas-y. C'est peut-être pas la meilleure anecdote finalement. Non, c'est sur le tournage de Patrick Sénécal présente. Ah oui, c'est parfait. On tournait dans l'épisode avec Gildor Roy où il y a une médium qui fait des incantations dans une maison. En tout cas, les gars, c'est des criminels, ils sauvent d'une maison. Puis, pendant le tournage on est dans la maison qui est vraiment spooky. Puis, puis Carmen Ferland fait une médium. Puis là, elle se lève et j'implore les forces des ténèbres de créer la revanche, en tout cas, de se venger sur un tel. Puis là, il y a un téléphone avec un Siri qui part tout. J'ai compris. Un téléphone qui part qui dit très bien, j'ai compris. Puis là, on part. C'est comme un peu troublant, weird. Ouais. Mais genre, je trouve ça très drôle. Faut l'être là, ces gens, faut l'être là, mais repenser à ça, non, c'est très le fun. Parce que c'était comme un contexte un peu stressant. C'est juste pour te dire à quel point que les grosses corporations sont les démons de ce jour. Ils nous écoutent tout le temps. Clairement. Ils écoutent constamment pour nous vendre des choses. Et puis là. Tu sais, c'est des babelles qu'on trouve quand même cool. Tu sais, tu plugues ça à Google Home, puis là, il parle, puis il comprend rien. Tu cries après moi, le sérieux, je m'en Ouais, c'est nul, c'est toi, Christophe. Mais moi, j'ai une question pour toi, Stéphane. Parce que quand tu as tourné ça, moi, je voulais savoir en tant que réalisateur, il y avait des effets spéciaux dedans. Il y avait des effets spéciaux un peu pratiques avec notre ami Rémi Couture. J'aimerais savoir comment, toi, d'un point de vue réalisation et réalisateur, tu abordes tes scènes de tournage avec des effets spéciaux. Ces scènes où il faut être plus précis. Je fais mes storyboards de ces scènes-là en avance. J'en faisais beaucoup de storyboard au début de ma carrière. Mais maintenant, je me aller à l'instinct. Moi, je dessine. Je viens de la bande dessinée, mais j'ai arrêté de dessiner à un moment donné. Mais j'essaie de penser d'avance à mes scènes plus compliquées où où le visuel a plus d'importance puis la mise en scène est importante. Fait que ces scènes-là, je les découpe précisément. Puis c'est ça. Il faut planifier plus de temps aussi. Il faut planifier, des fois, c'est une ligne dans le scénario, puis, mais des fois, Paris brûle, là, c'est long à tourner. Non, c'est ça. Il faut allouer du temps parce que c'est très compliqué. Les règles de sang qui ne marchent pas la plupart du temps. Les prothèses à appliquer, c'est long aussi. Le maquillage, puis là, c'est comme... C'est quoi ton effet spécial préféré là, dans la série? J'aimais bien la piscine noire avec Eric Bruno. Ouais. Puis la tête de la... Ah non, j'aimais bien aussi. Moi, dans cet épisode-là, c'était le fun parce que il poussait sa femme en bas, elle glissait, puis elle était suspendue dans le vide. Puis là, il la laissait tomber. En tout cas, c'était quelque chose d'un peu dark, psychologique, un peu étrange. Puis dans la piscine aussi, noire, où tout son passé revenait. Je trouve ça intéressant. Puis Eric a donné des coups avec la espèce de puisette, puis il a brisé la poêle de piscine du monsieur chez qui on était. Oh shit, ça coûte cher. Un autre 3000 pièces. Une autre anecdote gratis. On aime ça, Colin, ce genre d'anecdote-là. Donc, vas-y, Chris. Non, mais j'allais juste dire, un de mes épisodes, quand on regardait le trailer tantôt, là, je me suis rappelé de l'épisode dans le théâtre. Là, oui, mais je pense que c'est mon épisode préféré. Il est incroyable de subtilité, la tension, puis les visages, les sourires, tellement inquiétants de chacun des acteurs. Tout le monde était comme... Oui, c'est un petit cauchemar réveillé. J'aime cet état-là de cauchemar réveillé, un peu paranoïaque, un peu... parce qu'il n'y a pas d'effet spécial là. Un peu ce genre de truc-là qui est très européen. Oui, c'est vrai. On fait moins ici, mais en tout cas, j'avais beaucoup ça. Oui, c'est mon préféré. Ça avait pris 2 jours de tournage, puis avec des acteurs incroyables. Théodore Pellerin, il est formidable. Puis il a gagné d'ailleurs un Gémeaux pour ça.
Ah non, mais il était bon. Il était si bas de craquer. Là. Tu vois, il est si bas d'exploser. Oui, puis j'aime ça. Puis c'était un peu. C'est ça, c'est tout le temps un peu cauchemar réveillé. Puis le personnage peut faire. C'est ça, il y a des trucs étranges qui arrivent. Là. Il y avait comme une petite personne qui venait un peu David Lynch, c'est bon. Oui, tout à fait. Qui venait ouvrir un espèce de foyer. Il y avait un truc slimy dans le foyer. C'était pas trop expliqué. Comme tu dis, c'est David Lynch. Là, t'es comme, c'est... Non, c'était pas dans le scénario. On s'est comme rajouté au tournage pour le plaisir. La petite personne marchait à l'envers. On l'a fait marcher à l'envers. Je trouve ça intéressant. Si je te demandais la question suivante, c'est quoi que tu préfères, la réalisation ou l'écriture? Je vais te répondre que j'ai besoin des deux. J'ai comme un 6 mois où je suis plus réalisateur, puis un 6 mois que je suis plus auteur. Je suis comme une bébite qui s'est poussée pour devenir réalisateur. On dirait que je n'étais pas destiné pour ça. On dirait que j'étais vraiment timide, puis un peu... introverti dans ta bulle. Un peu introverti, un peu mésadapté. Mais ça permet de développer des mondes intérieurs fascinants. Effectivement. Non, j'ai vraiment besoin des deux, après ça, de me recroqueviller et de sortir mes. Parce que les deux, c'est deux expériences complètement différentes. Une, c'est juste toi puis ton clavier avec des notes. J'ai beaucoup d'idées et d'histoires, j'ai besoin de les sortir. Et après ça, il faut que tu travailles j'aime ça travailler en équipe aussi. J'aime ça travailler en équipe et de toute cette énergie-là qui circule, puis tous ces créateurs-là. Puis la réalisation, c'est comme le mélange aussi de tous les arts. C'est de la musique, c'est des costumes, c'est du théâtre, c'est de la photographie. Fait que j'aime beaucoup la convergence de tous les arts pour raconter une histoire. Je trouve ça magnifique. Et tantôt, tu parlais de ton projet que tu ferais ou tes projets que tu ferais si tu avais le budget pour, et tu le mentionnais en anglais. Donc, est-ce que tu ferais automatiquement tes projets en anglais? Et si oui, pourquoi? Non, pas automatiquement. J'ai des projets en anglais. Je travaille un prochain film en français aussi. Puis j'ai des visées pour l'Europe. J'ai un agent depuis 3 ans en Europe. Puis j'ai envie de voyager un petit peu. On dirait que je suis dans ça va bien, je suis dans une belle séquence de carrière. Puis on dirait que je voudrais des challenges. Puis des niveaux, puis aller tourner au Kosovo, là. Hein? Oui. Aller tourner au Kosovo serait parfait. Ça serait extraordinaire. J'aimerais ça. Une espèce de coprod aussi, tu sais. Ben oui, parce que souvent, les réalisateurs d'ici sont un peu obligés de faire ça, d'aller chercher comme les Turbo Kids. Là, ça a été produit Nouvelle-Zélande, Canada, Québec. Ils ont tourné au BC. On dirait que l'argent au Québec, c'est plus tough à avoir, les institutions pour le monter des longs métrages de genre en particulier. Il faudrait que tu aies pitché ça à Frontières, la Fantasia. Eux autres, ils font ça. Oui, on pitch à des... Du monde de partout. Des investisseurs internationaux. Oui, c'est ça. Oui, tout m'intéresse. J'ai envie de nouveaux défis. J'ai envie d'avoir peur à nouveau. Mais c'est le fun. Jamais être confortable. Je veux tout le temps me déstabiliser pour... Mais t'es game, c'est ça qui est le fun. Tu fais plein d'affaires. Il ne faut pas avoir peur. C'est ça qui est le fun. Non. Il faut avoir peur, mais il ne faut pas avoir peur de sa peur. Oui, effectivement. Ton réalisateur ou ta réalisatrice de films d'horreur favori, c'est qui? En ce moment, j'adore Ari Aster. Hereditary, Midsommar, puis j'attends ses prochains films avec impatience. J'aime beaucoup ce ton-là. Il est dans l'horreur psychologique, puis ça fait mal, puis en même temps, il y a plein d'ingéniosité, de mise en scène, tu l'as-tu oui, je vais t'en parler. Moi, j'ai adoré le visuel de ça, l'ambiance de ça, très 70s. Chainsaw Massacre. Le seul truc qui m'a fait décrocher, c'est le maquillage de la vieille. Ah ouais? À un moment donné, tu te rends compte qu'elle n'est pas si vieille que ça, c'est vrai. Non, mais ils ont pris une jeune pour jouer une vieille, puis ils auraient prendre une vraie vieille dame, ça aurait été plus spooky. On dirait que c'est ça. Mais j'adore le film. C'est juste cette affaire-là qui me fait... Mais je suis d'accord avec toi parce qu'à un moment donné, je m'en suis rendu compte. Puis j'ai fait « Ah ouais, ils ont fait ça. » ça faisait bye-bye un peu, là. Bye-bye. C'est bien fait, mais le fait qu'on s'en rende compte... c'est bien fait, mais tu te dis « Ah, c'est bien fait. » C'est ça. Écoute, c'est vrai. Si tu peux rester un petit peu avec nous autres, Stéphane... Parce qu'on est rendu à la fin, on va faire juste un petit extrait après si tu es d'accord. Ben oui. Et je vais en profiter pour te dire un gros merci.
Je veux remercier aussi notre partenaire Horreur Fanatique, le marchand de tout ce qui touche l'horreur, qui est responsable pour l'encan du samedi soir. Je vous rappelle qu'on est sur le Patreon, qu'on a des épisodes en avance, on a des extras. Si jamais vous voulez aussi avoir accès à des scènes inédites, c'est sur le Patreon que vous allez trouver ça. On est sur YouTube, Facebook, Podcast Apple, Google, Spotify, Balado. On est partout. C'est triste, Stéphane, mais il va falloir que tu sois partout en même temps. Non, je pensais que tu allais dire c'est triste parce qu'on va devoir endurer la joke de Zombla. C'est bon, ça, Zombla. ouais, comme d'habitude. Alors, un grand merci à Stéphane. Hein. Merci à vous, vous êtes super. Franchement, on voit le gars qui est passionné, mais engagé dans sa passion en plus. Je sais pas si vous avez remarqué, tout le monde en le regardant, il était toujours penché vers son écran, à l'attaque, quoi, toujours partant. Hein. Là, ça fait plaisir à voir des gens comme ça. Franchement, continue, fais-nous rêver. C'est un peu ma table qui est un peu trop basse, mais à part de ça, oui, mais il y a mélange des deux. Allez, bon, c'est parti pour une petite dernière pour la route. J'en ai choisi une facile parce que je sais que Christophe, en ce moment, c'est dur pour lui. Le cerveau est ramolli durant le jour. Donc, quel est le cocktail préféré des vampires? Oui, non, c'est simple. Le Bloody Mary.